Auditrices et auditeurs de la radio Fréquence Gandal, bonsoir et bienvenue à l'émission de la Commission centrale de Portal Fi Bantal Fouta Djallon sur l'histoire récente de la Guinée, en particulier sur les 26 ans du règne du Parti démocratique de Guinée PDG. Cette histoire est marquée par de graves violations de droits de l'homme qui ont eu pour conséquence l'assassinat de près de 50 000 prisonniers politiques, l'exil forcé de près de la moitié de la population. En revisitant ces pages douloureuses de notre histoire, nous rendons hommage aux victimes du régime sanguinaire de Sékou Touré et dénonçons les auteurs de ces crimes. L'émission de ce soir est en hommage à une des victimes, Elhadj Amadou Baylo Ba de Gongoré. L'émission sera présentée comme d'habitude par notre frère Bachir Ba. Il sera suivi du témoignage des fils d'Elhadj Amadou Baylo Ba, M. Ba Lamine du journal Le Lynx et de M. Sanoussi Ba que nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir. Ensuite, la parole sera donnée aux membres du panel de la Commission centrale de Portal Fi Bantal Fouta Djallon pour leurs commentaires avant de passer le micro aux auditeurs. L'émission d'aujourd'hui, bien qu'étant en français, les intervenants pourront parler dans la langue de leur choix. La traduction sera assurée. Sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Bachir Ba. Merci beaucoup, M. Barry. Je me joins à vous pour saluer nos invités qui nous ont en plus fait l'honneur de nous donner des biodata sur leur papa et enrichir notre histoire. En même temps, nous saluons, comme d'habitude, la radio Fréquence Gandal et son staff. Et nous saluons tous ceux qui nous écoutent ou qui auront le loisir de nous écouter en différé. Et nous prions que, où qu'ils soient en bonne santé, surtout par ces temps de pandémie assez féroce. Comme vous l'avez dit, on va parler aujourd'hui de Elhadj Amadou Baylo Ba, une autre figure disparue dans les geôles et les fosses communes du PDG. On n'a jamais de cesse de rappeler que cette histoire qui nous touche profondément a endeuillé toute une nation. Elle continue encore à nous enfermer dans une faillite criarde qui ferait honte à toute personne, à tout dirigeant digne de son nom. Mais comme on le sait, si on ne veut pas que cette situation se pérennise, on est obligé de nous pencher sur notre histoire. Et nous avons entrepris cela depuis 3 ans, prenant appui sur des témoignages véridiques sur des personnes, sur des victimes, la plupart d'entre elles, et sur des tortionnaires sur lesquels on a peu de données, mais le peu qu'on a pu recueillir, on l'a partagé avec tout le monde pour éclairer les mécanismes de la violence du PDG et les extirper des esprits des gens pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une malédiction, mais c'est quelque chose qui a été organisé, qu'on a enrobé dans une propagande extrêmement nocive, d'abord enrobée sous des slogans de progressistes et d'émancipation et d'indépendance. Et quand cela a échoué, vu que l'échec était évident, ça a été enrobé dans un chauvinisme tribal qui ronge la Guinée aujourd'hui et dont les conséquences sont de diviser les Guinéens, de sorte que jusqu'à présent, tous les élans de libération et les sacrifices que les Guinéens ont consentis se sont soldés par des échecs face à des cliques de bandits. On rappellera encore une fois qu'il n'y a pas de régime politique en Guinée, il n'y a pas de parti politique. Il faut qu'on arrête de nous leurrer. Il y a des bandes organisées dans l'armée qui font du trafic, qui exercent de la violence et qui camouflent tout cela derrière toutes sortes de logomachie, dont les plus pernicieuses sont le tribalisme et la démocratie aujourd'hui, et hier c'était la révolution. Donc il faut qu'on arrête de nous leurrer.
on a affaire à des mafias et elles doivent être combattues comme des mafias. Si on n'arrête pas de nous leurrer et de nous raconter des histoires, eh bien on continuera à échouer. On a affaire à des mafias, il faut utiliser leurs moyens pour les combattre. On n'a pas d'autre solution, ce n'est pas nous qui avons créé cette situation. On ne peut pas aller devant la mafia avec des sourates, des bonnes intentions, des beaux écrits. La mafia doit être traitée avec ses propres moyens. Donc ça c'était pour introduire mon propos, pour revenir à l'hommage qu'on veut rendre à El Hadji Amadou Baye Loba. Comme on l'a expliqué, ces enfants ici présents nous ont donné et nous ont fourni des données assez intéressantes qu'on va relater succinctement. Après, on va leur passer la parole pour qu'ils fassent les commentaires, fassent des ajouts et j'espère ne pas corriger des erreurs parce que je suivrai exactement ce qu'ils nous ont communiqué comme données. El Hadji Baye Loba est né en 1918 à Dianfou, ça c'est à Gongoré à Pita. Son père s'appelait El Hadji Cheikh Sanoussi Ba et sa mère s'appelait Aïssata Thiouto Ba. Leur origine familiale se trace dans une lignée de tout couleur venue de Wélingara au Sénégal dans les années 1750. Après, ses ancêtres se sont installés successivement à Yembéren et Dongel Sigon dans l'actuelle préfecture de Mali, puis à Boye dans la préfecture de Dalaba, et ils ont finalement fini par s'installer à Massindantari et Gongoré dans Pita. Originairement, leur nom de famille était Dem. Son père, le père de El Hadji Amadou Baye Loba, est né en 1889. Il fut un très grand érudit. Il enseigna l'exégèse islamique dans toute la région et devint un cheikh. À la fin des années 1930, il avait été choisi par l'administration coloniale pour devenir juge coutumier à Pita. Mais il ne dura pas dans cette fonction. Il démissionna moins d'un an après parce que ses convictions religieuses étaient incompatibles avec le métier de juge. Il partit à la Mecque en octobre 1949. Le pèlerinage terminé, il mourut à Jeddah ce mois même. Il avait 60 ans. Voilà pour ce qui est de succès idéal. El Hadji Amadou Baye Loba lui-même, comme on l'a dit, il est né à Gongoré où il va passer toute son enfance. Et quand il grandira, il aura une famille assez nombreuse. Et il épousa plusieurs femmes, 4 femmes qui eurent un total, si je me le compte est bon, de 12 ou 13 enfants, que je vais citer rapidement. Sa femme du nom de Aïssatou Dianfou Diallo eut 4 enfants. Abdoulaye Ba, qui est né en 1941, il est retraité des Nations Unies, il vit à Rome. Mamadou Lamine Ba, ici présent, né en 1946, qui est journaliste, membre fondateur de l'Inx, de la Lance et de l'Inx FM, il vit à Conakry et à Pita. Mamadou Sanoussi, qui est ici présent, né en 1952, retraité, il vit à Windsor au Canada. Et Oumar Ba, qui est né en 1959, qui est consultant, qui vit à Vienne, en Autriche. Sa deuxième femme, du nom de Kadiatou Sari, eut 2 filles. La première s'appelait Moudatou Ba, qui est secrétaire, qui est née en 1945. Le secrétaire retraité, c'est l'épouse de feu Bama Madouri, directeur de la station Kenkina, devenue Sekina, de Sérédou, qu'elle vit actuellement au Canada, à Montréal. Je rappellerai que le mari de cette femme, Bama Madouri, c'est un cousin à moi, dont on aura l'occasion de parler la prochaine fois, quand on parlera de la vie de son frère, qui s'appelle Mahmoud Ba. Et Kadiatou Sari eut une autre fille qui s'appelait Aïssata Thiouto, en 1948, qui est secrétaire à la retraite, qui vit à Conakry. La troisième femme, Oumou Djigira, eut 6 enfants, dont 2 garçons, Mamata en 1948, Hadjiatou en 1949, Karim 1953, Aïssatou 1957, Alassane 1960 et Husseinatou 1960. Toutes ces personnes vivent entre Conakry et Montréal au Canada et à Pita. Et une autre femme de El Hadji Amadou Baye, le nom de Oumouma Moubari, eut un garçon, Suleiman, qui naquit en 1960, qui est enseignant, qui vit à Conakry. La dernière femme, du nom de Lauratou, eut 3 enfants, dont 2 filles, un garçon qui décéda très tôt. Les survivants portent le nom de Djinabou, qui est né en 1966, et Ragiata
né en 1971, qui travaille à la Banque centrale de Guinée et qui vit à Conakry. Donc, pour ce qui est des frères et sœurs de El Hadji Amadou Baylo lui-même, il eut quelques frères. Ceux dont on nous a communiqué, c'est son frère du nom de Bas Suleiman, qui était un agent qui était allé à l'école, contrairement à ses autres frères, qui finit par être un agent technique de santé spécialisé dans la lutte contre la trypanosomiase. El Hadji Amadou Baylo Ba ne fréquenta pas l'école française, mais il fit des études coraniques très poussées et dans lesquelles il excella très bien. En termes d'activité syndicale, comme on a dit, c'est un homme d'affaires, il n'était pas affilié à un syndicat de travailleurs et il s'affilia pendant la période coloniale et milita dans le parti de Bari Yawadou, le BAG, dont on sait qu'après il va fusionner avec celui de Bari 3 pour devenir le PRA, et dont on rappellera encore une fois contre le mensonge et les toxines du PDG que c'est le PRA qui fut le premier, qui fut le second après le PAI a appelé à voter, à demander l'indépendance totale en Guinée, contrairement à la géographie que le PDG a fait ingurgiter des générations de personnes. Aujourd'hui, dès qu'on parle, il te parle du nom du 28 septembre comme si c'était un acte divin. Donc, El Hadji Amadou Baylo, il a milité dans le parti le BAG, il était très lié à Bari 3 qu'il avait connu en France. Et en plus de ses activités politiques, il a des relations amicales extra-professionnelles qui sont très poussées avec plusieurs personnalités de son époque, dont on nous a communiqué le nom ici. Et il était très impliqué dans les milieux des affaires, en tant qu'homme d'affaires. Parmi les personnes de sa génération dans son quartier, il voyageait beaucoup dans la région, dans la sous-région, en Europe et en Asie. Il était ami à Bari Modi Ouri, l'un des fils de l'Almami, lui-même disparu au Camboiro. On rappellera qu'on a fait un hommage à Modi Ouri Bari ici. À Bari Ousmane Kolon, qui était originaire de Mamou. À Kébé Mamadi, qui était homme d'affaires marié à Passi Touré, l'une des sœurs de Sékou Touré. Et comme on l'a dit à Bari 3, à Kaba Moualamine, homme d'affaires, qui lui-même est un survivant des geôles du régime. Il fut le dernier des amis de El Hadji Amadou Baylo de le voir vivant, le jour de son exécution. Il a rapporté à la famille qu'avant sa mort en 1996, que El Hadji Amadou Baylo Ba avait été tellement torturé que sa tête ne tenait plus sur son cou. Il était comme un nouveau-né. Lui-même, Kaba Moualamine, est sorti de prison complètement paralysé. Il était également membre de la CGIG et de l'EGTPM, ce qui sont des organismes commerciaux économiques créés en Guinée dans les années 60, si j'ai bonne mémoire, sur lesquels on va élaborer plus bas. Un autre ami de El Hadji Amadou Baylo Ba fut Ba Oumar Chavanel, qui était agent de la société Chavanel installée à Kécédougou, Diallo Alarini, qui était commerçant originaire de Kongoré, Mamou, Ibrahim Assouri Keita, qui était commerçant à Pita, et qui est le père de collègue de M. Balamine, qui est décédé, qui s'appelle Hassan Abraham Keita. Enfin, parmi ses amitiés, il y avait Alpha Omar Diallo, qui était commerçant originaire de Boké. Et pour ce qui est des activités économiques de El Hadji Amadou Baylo Ba au temps colonial, il a fait du commerce, il a fait de l'alimentation, dans le matériel de construction, les produits agricoles, et en même temps il a fait du transport. À partir de 1952, il s'installe à Guékédou, il achète du café et du cacao qu'il revendait aux sociétés européennes à Conakry, notamment la compagnie commerciale franco-africaine, la CCFA, ou à Kécédougou, la société Chavanel, qui sont toutes des sociétés de traite à l'époque coloniale. Après l'indépendance, il devient membre fondateur de la compagnie commerciale et industrielle de Guinée, que j'ai mentionné plus haut, qui s'appelle, en short, qui s'appelle CCIG, qui en même temps dont le nom sera changé à l'entreprise guinéenne de travaux publics et maritimes, et puis à la société mixte de dragage et de travaux, la Somiditra. Donc, toutes ces sociétés, El Hadji Amadou Baylo était membre
des conseils d'administration de ces sociétés. Quand les GTPIM, cette entreprise guinéenne de travaux publics et maritimes, a été transformée en Somiditra en 1975, lorsque l'État s'y est impliqué en ajoutant des fonds. À partir de cette année, elle se compose de deux types d'actionnaires, l'État, qui est actionnaire A, et les actionnaires privés qui sont ici de l'ancienne EGTPM, qui sont les actionnaires B. Elle s'est éteinte, comme par miracle, dans les années 2000, peut-être parce que l'État y a mis sa main nocive. Donc, à la veille de la seconde arrestation, rappelons que El Hadj Amadou Baylouba a été arrêté 2 fois, comme on l'expliquera plus bas. À la veille de sa seconde arrestation, il avait demandé l'autorisation d'ouvrir une unité de transformation de produits agricoles. Rappelez-vous ça bien. Un homme d'affaires qui vient demander l'autorisation d'ouvrir une usine de transformation de produits agricoles et qui se retrouve arrêté. Ça, c'est digne des gens, de ceux qui ont choisi la pauvreté dans la soi-disant liberté. Pour ce qui est des raisons d'arrestation, on ne peut pas les citer. Il n'y a aucun chef d'accusation. On l'a arrêté parce que on l'a taxé de 5e colonne, dont on a montré ici comment ce concept a été créé, notamment par Émile Cissé, comme concept fourre-tout pour accuser les gens de crimes les plus monstrueux, faire réciter des condamnations aux gens. Voilà, c'est un concept extrêmement pernicieux de masquage et de conduite de crimes, de banditisme d'État. C'est ça la 5e colonne, il ne faut pas qu'on s'y trompe. Et ce qu'on arrêtait, quand on était jeune, on disait que la 5e colonne, c'est la liste de toutes les personnes qui ont réussi. Tu as un diplôme, tu as une belle femme, tu es ici d'une bonne famille, tu as une affaire qui marche. Et si tu as tout ça réuni, eh bien tu n'échappais pas. Voilà donc ce que c'est que la 5e colonne de Sékou Touré. On l'a arrêté donc en l'accusant d'être membre de la 5e colonne. Il fut arrêté en décembre 1970 et libéré le 25 janvier 1971, le jour où on a exécuté ses amis, et il sera repris quelques 3 mois plus tard. Donc, après sa seconde arrestation, les tortionnaires l'ont torturé. Ils l'ont forcé à livrer la combinaison de son coffre-fort. Et une équipe dirigée par Siaka a récupéré les titres fonciers de ses propriétés et ses chéquiers. Et ils ont volé des domaines qui lui appartenaient, un domaine de Nectaranongo en bordure de mer, une parcelle à Bossoura, à Matam et une à Kaloum sur le front de mer situé entre le Palais du Peuple et le siège de l'association des anciens combattants. Ensuite, ils ont vidé ses comptes en banque, le Crédit National et l'agence de la Chemical Bank de Freetown. Et Siaka Touré a volé sa voiture, une Chevrolet automatique de type Chevelle Malibu. Voilà ce à quoi il se livrait au nom de la révolution et de l'émancipation de l'Afrique. Et rappelons que s'ils ne volaient pas les biens, ce qu'ils faisaient systématiquement, ils allaient aussi courtiser certaines femmes des détenus en leur faisant miroiter des bons traitements. Voilà le système carnassier qui a emporté El Hadj Amadou Baylouba, résumé succinctement. Je vais m'en tenir là pour laisser la parole à ces enfants pour qu'ils nous éclairent davantage. Nous rappelons que demain on fera la même émission en Pulaar et nous demandons à Dieu de verser sa miséricorde sur cette nouvelle victime, de sortir la Guinée de l'ornière de la faillite, et nous disons encore à la famille nos sincères condoléances et qu'ils sachent que ce qui leur est arrivé, c'est un mal qui nous est commun. On guérira ensemble parce qu'on souffre ensemble. Je vous remercie. Merci, M. Bachir. Maintenant, nous allons saluer les frères Ba et leur souhaiter la bienvenue dans notre émission et surtout les remercier pour leur disponibilité à contribuer à la lecture de cette page douloureuse de l'histoire de notre pays. Donc, Monsieur Ba, nous vous passons la parole pour compléter l'exposé fait par Monsieur Bachir
à travers les données qu'il a reçues de vous. Et effectivement, nous voudrions quand même que vous expliquiez à nos auditeurs l'expérience que vous avez vécue après cette épreuve, durant cette épreuve difficile que votre famille a connue. Donc, nous vous passons la parole. Je vous remercie et je m'appelle Bam Lamine. Au nom du droit de naissance, je me permets de parler avant Mamadou Sanusi Ba, qui est mon jeune frère direct, comme on dit chez nous, comme Mouine Achanimo. Et M. Bachir et tout le monde, nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites en nous permettant de parler de ce qui est arrivé à notre famille et de ce qui est arrivé à nous tous. Et lorsque j'ai échangé avec M. Bachir, il y a 2 ou 3 jours, je me suis permis d'interpeller mon grand frère, Babdoulaye, qui lui aussi est un très grand activiste dans le domaine de défense des droits de l'homme et singulièrement des victimes du Kambouaro. C'est lui qui anime un blog qu'on appelle Conakry Express. Et il vit entre Paris et Rome. Il est dans l'antichambre des 80 ans. Au mois de juin, là, il va avoir ses 80 ans si Dieu le permet. Et donc, en son nom et au nom de ma famille, nous vous remercions globalement de tout ce que vous avez fait pour nous par rapport à ceci. Parce que ce texte, nous l'avions composé il y a 2 ou 3 ans. Et nous l'avons composé en échangeant beaucoup avec Nadine Bani. Il y a certainement des éléments très incomplets dedans parce qu'on a condensé ça, c'est un condensé. Et donc, vous permettrez que je repose la question à Mamadou Sanusi Ba pour s'il a des petites choses à rajouter brièvement, et surtout dans le contenu, dans le fond, et pas dans la forme, dans l'histoire personnelle de la famille. On peut peut-être occulter ça, mais c'est surtout ce qui est arrivé à la famille après l'arrestation. C'est très intéressant de revenir là-dessus. Et en ce qui me concerne, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a une petite curiosité, selon sa curiosité que je vais vous faire part, c'est que mon père a été arrêté donc le 27 avril 1911, un lundi. J'étais à Conakry. C'est à ma présence. J'étais parti jouer à la droite avec des amis à Kenyans. Je reviens trouver qu'on l'a arrêté. Je ne suis pas arrêté devant la maison parce que j'avais les pieds qui flageolaient. J'ai continué dans la famille Sall. La famille Sall se trouve un peu en contrebas de chez nous à Boussole, à Dixingar. Donc je suis parti avec ça, pleurer là-bas ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi-même, j'ai été arrêté 10 ans plus tard, jour pour jour, le lundi 27 avril 1981 à Abidjan et ramené au Kambouaro, justement avec la grâce et la gentillesse de Oufé Boigny dans son avion personnel. Et pour ça, nous y reviendrons plus tard si vous le permettez. Maman Samsi, si vous le permettez, il peut prendre la parole. Je vous remercie. Sanusi? Allô? Oui? Alors oui, Sanusi, vas-y. Sanusi est là? Sanusi est à côté? Oui, il est en ligne, je ne sais pas s'il dort pas. Non, je ne dors pas. D'accord. Je ne dors pas. Okay, tu m'avais demandé de muter. Ah, ok. Ouais. Ok. Donc, je remercie mon grand frère Bam Lamine. Je remercie Bachir et Lamine, qui sont vraiment de très très bons amis à moi. Lamine et moi avons fait le lycée ensemble. Ce que je voudrais ajouter, c'est un élément assez important. Mon père a payé les premiers salaires de l'indépendance. On me l'a toujours dit, mais bon, je ne comprenais pas comment. Et le monsieur là, Diallo Cravate, qui était soit un chauffeur dans les camions de mon père, ou en tout cas quelqu'un qui était assez lié à mon père, a fait une émission qui est toujours dans YouTube, expliquant comment mon père a payé les premiers salaires de l'indépendance. Quand les Français sont partis de la Guinée, toutes les banques étaient vides. Et Sékou Touré a demandé l'aide de mon père et des autres commerçants. Mon père est venu accompagné de Diallo Cravate
à une banque française dont j'ai oublié le nom et a fait déposer 150 millions de francs de l'époque. Le témoignage de Diallo Cravate existe sur YouTube. Je l'ai revu il y a 4 ou 5 ans à Conakry, 1 ou 2 ans avant sa mort. Et dès qu'il m'a vu, il ne m'a jamais connu, mais il s'est mis à pleurer. Et comme j'ai une ressemblance frappante avec mon père, il était complètement en larmes. Je pense que je devais ajouter ce point et parler aussi des souffrances que la famille a traversées, particulièrement nos mères. Nos mères ont été héroïques. Ma mère avait été, pour essayer d'adoucir la prison de mon père ou essayer de le faire libérer, elle avait été voir Sékou Touré. Elle m'a toujours parlé de ça jusqu'à sa mort en 1993. Sékou Touré l'a reçu et il a pris le téléphone, il a prétendu qu'il était en train de causer avec mon père. Allô, Bailo, comment ça va? Tu vas bien? Tu vas bientôt rentrer en famille? Ok. Il raccroche le téléphone, fait face à ma mère et me dit, bon, aïe, soudounen, il dit, ma aïe, ton, n'est pas ça. Et elle a investi tellement d'argent du peu qu'elle avait. Elle a même revendu son or parce que les escrocs souvent passaient à la maison et disaient qu'ils pouvaient amener à manger à mon père ou bien que mon père avait besoin d'argent pour acheter des choses là-dedans, etc. Et la pauvre vieille tombait toujours là-dedans, dans le panneau. Et franchement, ça nous a beaucoup traumatisés. Toute la famille est victime de troubles de stress post-traumatique, comme on dit en anglais, PTSD. Les gens ont été sérieusement affectés psychologiquement parce que après l'arrestation de mon père, les gens du quartier sont venus piller nos biens, ils nous ont chassés de toutes nos maisons et ma mère a ramassé le peu de panier et le peu de petites choses qu'elle avait, elle a fui vers un de nos parents et ce parent-là, il a eu peur de recevoir ma mère. Sa femme était une cousine à ma mère. Il a chassé ma mère de là-bas et lui a dit que je ne reçois pas les gens de la 5e colonne, ne fais pas rentrer des choses de la 5e colonne ici. Et ma mère a fui vers chez Eladji Baïma Massi, qui était le chef traditionnel des Peuls. Et ce gars-là lui a dit qu'il ne refoule pas, il ne peut pas refouler la femme de Modi Ahmad Baïlo chez lui. Ma mère peut rentrer et déposer ses affaires où elle veut. Et bon, donc oui, c'est ce que j'ai à ajouter. Le paiement des salaires de l'indépendance qu'il a fait, il n'a jamais été repayé, et le stress psychologique que la famille a traversé. Merci beaucoup, Sanoussi. Merci beaucoup. M. Ba et les autres amis, excusez-moi, je ne maîtrise pas tous les noms, excusez-moi, je les maîtriserai plus tard. Ouais. Mon père donc a été arrêté le 27 avril 1971. Et moi, j'étais journaliste à Oroya. J'étais très ciblé de façon directe ou indirecte à cause du fait que j'étais le plus âgé de ces enfants qui étaient là-bas. Je venais tout juste de rentrer de l'université de Dakar où j'avais fini mes études de journalisme dans le CESTI. Et donc, le 10 mai 1911, j'ai quitté la Guinée. J'ai pris comment on appelle ça, le car rapide, là, je suis parti à Forêt-Caria. Forêt-Caria, j'ai traversé la rivière, là, comment on appelle ça, la rivière qui sert de limite entre la Guinée et la Sierra Leone. Et je me suis retrouvé en Sierra Leone, à travers le village de Tassing. Et là, je suis allé directement où mon père avait des affaires à Freetown. Il avait des taxis.
Et j'ai quitté Freetown pour aller à l'intérieur du pays pour faire un passeport. Le passeport qu'on faisait rapidement, le passeport qu'on fabriquait dans la zone Pearl de la Sierra Leone. Là, je suis parti directement à Monrovia. Et c'est à Monrovia que j'ai retrouvé justement Sanusi. Déjà, il était sorti depuis la première arrestation de notre papa. Et là, j'ai quitté là, je suis venu en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais revenir sur quelques éléments par rapport à son activité économique. Il est membre fondateur de la CCIG. La compagnie commerciale et industrielle guinéenne avait été créée à l'initiative de mon père et de Petit Kébé, Kébé Mamadi. On l'appelait Petit Kébé parce que le grand Kébé était en Côte d'Ivoire. Et donc, ils se sont retrouvés, ils ont dit qu'il faut identifier tous les grands commerçants de Guinée de l'époque, région par région. Ils se sont retrouvés avec 105 commerçants. Ces 105 commerçants, ils ont créé la société sur cette base-là, en donnant 5 000 francs CFA, parce que nous sommes en 1959, on n'était pas encore dans le franc guinéen, donc 505 000 francs CFA par actionnaire, par commerçant. Sur ces 505 000, il y a 5 000 qui étaient destinés au problème de papier, les papiers administratifs, et les 500 000 étaient l'investissement direct. C'est cette CCIG qui s'est transformée en EGTPM. Et là aussi, pourquoi? C'est qu'un jour, mon père et Kébé se sont retrouvés tout à fait par hasard à Amsterdam. Et vous connaissez l'expertise de la Hollande en matière de dragage, de nettoyage des ports et compagnie, puisque c'est le pays des polders, c'est un pays qui passe son temps à récupérer des terres sur la mer, justement en creusant dans la mer, en récupérant le sable qui est dedans. Donc, ils ont eu l'idée d'acheter une drague, un bateau qui suce le sable et le rejette. Et ils ont acheté ce bateau qui s'appelait le Constantin. Ils l'ont amené en Guinée et ont transformé la société CCIG en EGTPM, Entreprise guinéenne de travaux publics et maritimes. Et dès le début des années 60, 65, 67, ils ont eu des marchés de sous-traitance avec une compagnie française, la compagnie française d'entreprise, la CFE, et qui avait eu un marché de la part d'une société hollandaise pour aller travailler sur le port de Freetown, en train d'aménager. Ensuite, le même marché, ils ont eu à Dakar, ensuite à Freetown. Alors cela a généré beaucoup de ressources. Et ces beaucoup de ressources, évidemment, ont éveillé les appétits de Petit Kébé, Kébé Mamadi. Et je trouve que Kébé Mamadi est de la même famille que Sékou Touré. Et donc, ça a fragilisé tout de suite mon père qui était administrateur, parce qu'il n'a pas fait l'école française, lui il était administrateur, comment on appelle ça, Kébé était le président. Et donc, chaque fois que l'autre voulait détourner l'argent, mon père disait non, tu ne peux pas d'aller demander, d'aller trouver des gens, prendre leur argent pour venir investir ici et me détourner, je ne suis pas d'accord. Et là, les problèmes de mon père ont commencé sans qu'on le sache. Et ceci va expliquer peut-être ce qui va arriver à son arrestation. Parce que lorsqu'on l'a libéré une première fois le jour des pendaisons du 25 janvier 1911, et Québec qui est parti se plaindre sans me dire, je n'en ai pas les preuves. Malheureusement, c'est pour ça que ça ne figure pas dans ce texte-là. Et je n'en ai pas les preuves. Québec est parti se plaindre chez Moussa Diakité. Pour dire, on l'a relâché, voilà, on l'a relâché. C'est pour ça que tout le monde, tous les amis de mon père lui ont dit de quitter la Guinée. Parce que ce qu'ils ont fait ici, ils vont refaire encore. Et donc, mon père a dit non. Ibonma, Allah Koubidogana. C'est exactement les choses qu'avait dit à l'époque, Bali 3. Ibonma, pourquoi j'ai fui la Guinée? C'est mon pays aussi. Donc, c'était ça la logique de mon père. Il n'avait pas compris la logique satanique propre au système soviétique. C'était ça qui était le système soviétique. Tu n'es pas coupable, mais tu es coupable. Et c'est comme ça. Et donc, voilà le détail de ce que sont ces LGTPM. Ça va rapporter tellement de l'argent que l'État a vu ça, a mis son argent dedans, c'est devenu la société mixte de dragage. Cette société, bien sûr, comme toute la plupart des sociétés d'État, et la plupart des gens qui étaient là, les acteurs majeurs de cette société, avaient été arrêtés. Donc, Kaba Moïse Lamine. Kaba Moïse Lamine, c'est l'incarnation de tout ce que c'est être un traître. Pourquoi? Kaba Moïse Lamine, il avait un cinéma à Massanta. Et il prenait son vélo pour faire le tour des villages de Massanta pour impliquer les populations là-bas dans le PDG RDA.
Et la seule récompense qu'il a eue de susciter le Sékou est de faire 8 ans de prison au camp Boiro et à Kindia, et de sortir paralysé. Il est mort en 96 dans des douleurs extraordinaires. Et il est de la famille du vieux Senkou. Senkou Kaba, c'est dans la famille. Voilà. C'est lui pratiquement qui a élevé ou n'importe quoi la femme de Senkou, la madame Duplantier. Exactement. Donc, voilà pour ce qui concerne les détails concernant la solidarité et la CCIG. Lorsqu'ils étaient patrons de cette CCIG, ils avaient été invités en 1959 à aller visiter l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique, en dépit de la révolution, faisait du commerce. Donc, ils voulaient que les commerçants guinéens aillent là-bas, voir leurs marchandises et venir les vendre là. Donc, mon père faisait partie de cette délégation en 1959. Maintenant, pour ce qui concerne les raisons de l'arrestation de mon père, les gens sont d'une certaine façon là. Parce que dans le système de Sékou Touré, on se moque éperdument de la révolution et des valeurs. On se moque de ça. Vous avez vu tout à l'heure, dans les détails, ce que Siak a fait. Et mon père avait l'autre crime que nous ne connaissions pas encore de façon très frontale. Il avait le crime d'être peul, et commerçant peul. Lorsque vous êtes commerçant peul, vous êtes un criminel. Parce que Sékou Touré, avant qu'il ne déclare sa guerre officiellement en 1976, il faisait déjà la guerre au peuple à travers ses articles depuis 1949. Dans des articles de presse qu'il écrivait, il passe son temps à cogner le Fouta. Et j'ai vu ces éléments là-dedans, dans les revues PDG, de Sékou Touré, ça est dedans. C'est pas une invention quelconque, ça est dedans. Donc, la guerre contre les peuples était déjà déclenchée, elle était souterraine, il a officialisé en 1976. Et donc, le premier crime, c'est ça. Ensuite, puisqu'il n'y a pas de justice contradictoire, dès que quelqu'un ne vous prépare, vous dites comploteur, on l'enferme tout de suite sans comprendre. Si quelqu'un vous gêne au plan économique ou commercial, comploteur, ça y est, c'est terminé. Non, pas de plus. Et c'est ainsi que la mécanique est arrivée. Vous avez vu l'un des éléments les plus cruels de ce qui est arrivé dans ça, c'est le cas de Siaka Touré. Siaka Touré, il a fini, il a fait tuer Condé, donc Émile Condé, qui était à l'AD. Une fois qu'il a fait tuer, il a récupéré sa femme qu'il a épousée. Exactement. Vous avez maintenant une situation d'une femme qui est mère d'une série d'enfants. Donc, les uns sont Condé, l'autre Touré, qui sont les pires ennemis. Et ces exemples sont infinis dans le système Sékou Touré. Vous avez des personnels qui sont là, qui passent à côté de vous. Il est balayeur ou il est n'importe quoi. Un jour, il prend une arme parce qu'il est devenu pensionnaire. Il vous tue pour prendre votre femme ou votre fille, pardon. Je vous remercie et j'attends des questions si c'est nécessaire. Ok? Excusez-moi. Merci, M. Ba. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer la parole maintenant au panel de la commission centrale. Si M. Sanoussi ne veut pas, s'il n'a pas d'autres rajouts à faire, nous allons passer la parole au panel de la commission centrale de Portal Bantal Fouta Djallon. M. Lamine Diallo, vous avez la parole. Vous pouvez y aller. D'accord, merci beaucoup. Merci vraiment, M. Ba, les deux Ba, M. Lamine Tokola et Sanoussi. Effectivement, Sanoussi et moi, nous avons fait le lycée ensemble, 3 ans dans la même classe. Et nous sommes aussi retrouvés à Abidjan. Il était son frère Lamine Ba ici, M. Lamine Ba. Et moi, j'étais à l'époque à l'université d'Abidjan. C'est vraiment triste encore d'entendre ce récit, et comme tous les autres récits que nous avons eus ici sur les victimes du régime de Sékou Touré. C'est que c'est des gens qu'on a exterminés tout simplement parce qu'ils étaient des personnes qui ont réussi économiquement ou des personnes qui étaient affiliées à un parti politique que le PDG a eu comme adversaire pendant la période coloniale. Je suis sûr, en écoutant aussi la biographie de Ladji Amadou Ba, il réunissait tous les critères qu'ils utilisaient pour arrêter les gens. D'abord, il était membre du BAG, ami de Barry III, homme d'affaires qui a réussi, et puis Peul. Donc, avec tous ces critères réunis, il ne pouvait pas échapper à ce système-là.
Malheureusement, comme ces personnes ont évolué dans des systèmes où ils pensaient que si tu n'as pas commis un crime, si tu n'as pas, on ne peut pas t'arrêter arbitrairement, ils ont pensé que Sékou Touré fonctionnait comme ça. Et c'était une erreur fatale. Quand on t'arrête une première fois sans raison, je crois que si on te libère, il faut partir. Et on a eu le même cas avec mon beau-frère Baïdigue. Je me rappelle en 1970, quand les Portugais ont libéré les prisonniers du Camboiro. Et on a récupéré Baïdi, on l'a amené à la maison, à Donka, là-bas. Moi, c'est moi-même qui l'ai vu en train de marcher du Camboiro, on l'a amené là-bas. Et je me rappelle, ma mère a dit ce jour-là, il faut le faire par sortir de la Guinée. Il faut le faire fuir, Sékou Touré n'est pas mort. Mais les gens sont venus, tout le monde avait peur, tout le monde, c'était une peur généralisée. Quand certains ont appris que Sékou Touré avait survécu à l'attaque et tout ça, ils ont dit non, allez-y, non qu'à aller à la permanence se rendre, il va les libérer maintenant, et ils sont partis se rendre à la permanence de Conakry, on ne les a jamais revus. Donc, c'est très triste ce qui nous est arrivé en Guinée. Et ce régime sanguinaire a mis le pays à plat et à terre. Et tant que nous n'allons pas désécuriser la Guinée, ce pays ne se sortira jamais de l'ornière. Parce que ça a été une succession de voyous au pouvoir. Et après Sékou Touré, on a fait son histoire ici. On connaît maintenant comment il est arrivé au pouvoir par le biais, le trichement de Corny Gentil, dont il était l'amant. Et donc, c'est ce voyou-là qui s'est retrouvé président de la Guinée et qui s'est retourné contre tout ce pays. Parce qu'il a commis des massacres partout, des arrestations partout, a détruit tout ce qui était de bon, il y avait de bon dans ce pays. Moi, j'ai fait 1 an à Kankan. Et tout juste après le passage de Siaka Touré et d'Ismaël Touré dans cette ville. Et ils avaient pratiquement traumatisé la ville de Kankan. Donc en arrêtant pratiquement tout le monde dans toutes les familles d'hommes d'affaires ou d'intellectuels de la ville. Et donc, tu ne te retrouvais pas. Ils étaient tellement traumatisé. Moi, je me rappelle un jour, j'ai pris une jeep parce que j'ai logé sur mon cousin qui travaillait pour la météo, était sponsorisé par le PNUD. J'ai pris sa jeep, je suis allé dans une famille où j'avais un ami. Et quand j'ai garé la voiture, tout le monde est sorti. Toutes les personnes que j'étais venu arrêter quelqu'un dans cette famille. Donc, ce bonhomme-là nous a coûté les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Et on ne parle pas seulement aussi des détenus politiques, parce que Amnesty International cite quelques 50 000 personnes qui ont été liquidées. Mais près de la moitié de la population s'est exilée, s'est retrouvée en exil. Et qui part en exil? Ce sont les forces vives. Ce n'est pas les vieillards qui ne peuvent pas se déplacer, c'est les forces vives du pays. Donc, nous nous sommes retrouvés, comme ça nous dit, moi, on s'est retrouvés à Chauge, on était jeunes, on avait 20 ans. On a trouvé qu'Abidjan était rempli de Guinéens. On pensait avoir été les premiers à fuir, la ville était remplie de Guinéens. Donc, c'est ce que nous avons vécu, et c'est pour cela que nous revenons sur cette page de notre histoire, et pour parler des victimes, des personnes qui ont la valeur des personnes qu'on a tuées, qu'on a assassinées. Parce que des fois, on entend dire 50 000 personnes, c'est des statistiques. Mais quand on parle des individus et de leur valeur, vous voyez le cas de M. Amadouba, c'est ce qu'on appelle des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des gens qui créent de l'emploi dans le pays. Ce n'est pas ces petits commerçants trafiquants de drogue qui se font passer pour des trucs et qui sont très riches, mais tu ne vois pas un seul employé, une seule personne qui travaille pour eux. Ça, c'était de vrais entrepreneurs qui ont gagné leur vie, honnêtement, et qui créaient de l'emploi dans le pays et qui avaient de l'imagination.
Parce que pour amener cette machine de dragage là, dont M. Ba vient de parler ici, c'est avoir l'initiative d'amener ça. Avoir l'initiative de fédérer les hommes d'affaires du pays. Pour qu'ensemble, ils créent de l'emploi, ils créent des entreprises. Ils créent de l'emploi par la suite. Et c'est ça, c'est ce qui fait un pays. Ce sont des hommes pareils, les hommes d'affaires et les intellectuels. Et quand tu t'attaques à ces deux groupes-là, tu as détruit un pays. Par la suite, ils l'ont fait suivre par la destruction de l'enseignement. Et c'est ce qui aujourd'hui a étalé la Guinée. Et c'est là que nous avons aujourd'hui un premier ministre en Guinée qui dit qu'il a 2 doctorats alors que c'est faux. Et mais on le maintient quand même comme premier ministre du pays. Donc, c'est une tragédie. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est remercier la famille, les enfants de Aladio Amadouri pour nous avoir permis de faire cette émission-là et de parler de leur père. Je sais que c'est toujours difficile de revenir sur ces périodes douloureuses, mais c'est nécessaire, c'est utile qu'on parle de ces personnes pour que les gens ne les prennent pas pour des statistiques simples. Ils sachent exactement qui étaient ces personnes que Sékou Touré a tuées. Donc, je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie. Merci, M. Lamine Diallo. Et on va passer la parole à M. Thierno Ibrahim Diallo. Yes, M. Barry, on dira, je vous remercie, M. Barry. Je n'ai pas beaucoup à dire tellement que je suis très déçu d'entendre ce qui s'est passé et que une autre victime de la dictature et de l'ignorance de ce régime du PDG. Et c'est-à-dire que la Guinée a été prise en otage par des individus, des médiocres, des individus qui n'ont aucune connaissance de ce qu'il faut pour un pays. Il se réfère à ce que racontent des griots qui parlent des crimes commis pendant que des empereurs régnaient. Et eux, ceux-là, ils sont tellement ignorants qu'ils ont cru que c'est ce qu'il faut pour un pays, alors que ce n'était pas ça. Et ils ont détruit tous ceux qui avaient des connaissances, quoi que ce soit, c'est-à-dire connaissances en affaires, des grands intellectuels, qui, à l'époque, n'ont jamais compris ce que c'est que ces hommes. C'était des gens criminels, ignorants, et puis complexés. Ils avaient des complexes d'infériorité et surtout que leur famille n'était pas comparable à nos familles de valeur. Alors c'est ce qui les a conduits à commettre des crimes, c'est-à-dire indescriptibles. Je dis à la famille toutes mes condoléances. Ce sont des choses inoubliables. Nous étions en ce temps, moi j'étais au lycée technique à Donka, qu'on appelait 2 août. Donc, c'est très dommage pour la famille. Et je demande encore à ces enfants d'avoir beaucoup de courage, à ces 2 messieurs bas. Nous les remercions beaucoup d'avoir fourni les informations nécessaires pour que l'on rajoute leur père à la liste, à la très longue liste que nous avons pu diffuser ici. Et nous allons continuer le combat jusqu'à ce que les générations actuelles et les générations futures comprennent ce qui s'est réellement passé au temps de cette dictature indescriptible. Et nous n'allons jamais arrêter le combat jusqu'à ce que la Guinée soit réellement indépendante.
Je remercie les deux messieurs Ba et je leur demande de dire bien des choses à toute la famille. Merci bien. Merci, M. Tierno Ibrahim Diallo. Je ne sais pas si M. Cherif Kazaliou est à l'écoute. Ok. Voilà, Ella Sankarela, je ne sais pas s'il y a des questions pour le panel ou bien nous allons passer à la série de questions. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire puisque je ne connais que Lamine et son grand frère, Balamine et son grand frère, et Sanoussi également. Je leur présente mes condoléances parce que Sékou Boucher a tué beaucoup de personnes. Et là, Ibrahim, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse le micro. Alors? Je crois qu'il n'est pas, qu'il n'écoute pas. Attendez. Alors? Ok, oui. Tu avais oublié à présent? tout à l'heure. Alors, j'avais fermé. Merci à toi. D'accord, désolé. Ok. Alors, je vous salue. C'est vraiment un plaisir de retrouver l'équipe de la commission centrale de Portal Fille Mental dans ces émissions-là, qui ne finissent pas de nous édifier sur ce passé qu'on ne pourra pas... C'est-à-dire que c'est pas un panier à crabes, mais c'est un panneau de puzzle dont on ne finira jamais de remplir, parce qu'il y a toujours des pièces manquantes. Mais pour le peu, je les remercie d'avoir accepté de venir, de témoigner. Et je salue encore tous les auditeurs de Fréquence Scandale et à toutes les victimes et aux fils des victimes du régime de Sékou et du Kambouaro. Je leur dis encore du courage. Ce n'est pas facile, mais c'est un devoir de le faire. Alors, personnellement, je peux dire que je connais de vue Ladji Ahmad Baïlo. Parce qu'il avait... J'ai eu beaucoup d'occasions de le rencontrer parce qu'il était en face de mon oncle Mamasso à Boussoura. Bon, en plus, camarade d'école de son fils Sanoussi. Entre parenthèses, Sanoussi et M. Lamine, et Ladji Ibrahim Bako Ibu, libraire. Merci bien. On va le prendre dans le moment fatigué. On va en reparler, hein? Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est pour que vous ayez une idée de mettiez une image derrière cette voix-là. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Alors, j'ai eu l'occasion de voir Feu Eladj Ahmed Baïlo à travers le mariage avec la deuxième raison de mariage de l'une de ses filles avec une maison, dont M. Bachir en a parlé. Mais j'ai connu M. Balamine, c'est en Côte d'Ivoire que nous nous sommes connus, chez le Dr Bass. Alors, il y a quelque chose de particulier que Sékou avait eu à dire une fois au cours d'un de ses discours. Il parlait de ses ennemis de la Guinée haute. Il semble que M. Ladji Ahmad Baïlo aurait été inquiété une fois. Il a été libéré. Et que M. Ladji Baïlo avait demandé audience à la présidence, il l'a rencontré. Et il a tenu à Sékou Touré, il a lu à Sékou Touré un discours entièrement en français, consonation française, audio française. Et Sékou a été surpris de voir que Ladji Ahmad Baïlo lisait un texte à caractère arabe. Et ce qui sortait là de la bouche de Ladji Ahmad Baïlo français. Et c'est de Sékou que j'ai entendu ça. Il dit qu'il voulait parler du niveau de formation arabe et islamique
que ce monsieur a bénéficié au Fouta. Alors, il y a eu beaucoup qui ont été dit, et Dieu merci, il a laissé des enfants, que Dieu continue à bénir toute la descendance. Amen. Et je sais qu'il a un homonyme qui est au Canada ici, qui est mon cousin, qui est un bel exemple que j'aime bien, que j'adore. Et alhamdoulilah, rabbillah. Donc, merci. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, M. Elhaj Ibrahima. Alors, Bachir, vous avez quelque chose à rajouter avant de passer à la série de questions? Allô? Voilà. À vous la parole, M. Bachir Ba. Ah d'accord, non, ben, je vais tout juste avant de retourner le micro pour la série de questions ou ceux qui veulent poser des questions. Nous remercions encore l'éclairage, comme l'a dit Ibou, à chaque fois qu'on revisite cette page de l'histoire, on est édifié. Et l'éclairage que M. Balamine nous a apporté montre encore les mécanismes, les fondements de la terreur du PDG. Et c'est des complexes, c'est un ensemble complexuel extrêmement profond qu'on doit décortiquer à tout prix. Et c'est à travers ces émissions, à chaque pièce par pièce, qu'on est en train de rajouter. Et l'objectif final, comme l'a dit, rappelé Lamine, c'est de désécuriser la Guinée. C'est pas un slogan, c'est de laver notre pays des injustices, c'est le laver des péchés, parce que sinon il n'a pas d'avenir. Donc c'est une tâche qui nous revient. C'est une tâche de très longue haleine. Il n'est pas dit qu'on en voit le bout, mais l'histoire retiendra qu'on a essayé de faire le peu qu'on peut. On pourrait faire mieux et on va s'y mettre. Donc, merci beaucoup à la famille. Et comme l'a dit Sanoussi, les traumatismes qu'ils ont, c'est nous tous qui les partageons. C'est bien qu'on en parle, qu'on échange. On sortira de l'ombre. On reviendra vers la lumière. On ne ressuscitera pas les morts, mais on les honorera. Parce que c'est le prix de notre émancipation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, maintenant, nous allons passer aux questions. J'ai une question pour les pas. Qu'est-ce que tu veux parler? Allez-y, oui. Je voulais ajouter un petit mot. Allez-y. Sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut connaître. Par exemple, dans le système répressif. Premièrement, au Cambouaro, lorsque quelqu'un est interrogé, il a suivi toute la chaîne de torture que l'on subissait là-bas. Il a terminé et maintenant il sort pour ou bien être libre ou bien aller se faire tuer. Il y a un dernier palier qui doit passer. Le dernier tortionnaire, c'est un sorcier. On l'appelle Belemafode Condé. Il est issu d'un village situé entre Kankan et Moribaya. La route entre Kankan et Kishidougou, qui tourne d'à peu près 190 km, il y a deux gros villages. Le village de Moribaya et le village de Tokounou. Il n'y a pas de Kankan, c'est le village de Moribaya. Entre les deux, là, il y a ce village où habitait Belemafode Condé. C'est lui qui venait avec ses gris-gris. C'est tout ces trucs de sorcellerie là. Regardez l'intéressé pour dire s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Pour vous dire comment on appelle ça, la superposition de cruauté qui se greffait à cette affaire. L'irrationnel. Deuxième élément dont il faut se rappeler. Aujourd'hui, l'État guinéen est un État qui fait partie des États fragiles. Des États qui ont été identifiés par le système des Nations Unies comme des États qui sont presque en cessation de fonctionnement. L'État guinéen aujourd'hui n'est pas fonctionnel parce que les institutions fondamentales n'existent pas, ou elles sont virtuelles. Si vous n'avez pas le texte, je peux vous le fournir, je ne l'ai pas fourni à quelques-uns là-bas. La fragilité de la Guinée, en 2016, ça a été fait par la ministre, la ministre de la Faconde là.
Mamakani, avec le système des Nations Unies. La Guinée faisait partie des 5 États les plus fragiles du monde. Ouais. Parce que là où vous êtes là, vous savez par exemple qu'un commissariat ne reçoit jamais son budget de fonctionnement. Et tous les militaires qu'il y a en Guinée, aucun militaire ne reçoit son budget de fonctionnement. Y compris et surtout la justice qu'on a tuée à la naissance de l'État. On a tué la justice déjà là-bas. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, on ne peut rien faire dans le pays si ce n'est pas des imbécilités, des conneries. Et ça, c'est une réalité. L'autre élément qui est très gros, que quelqu'un a évoqué là, avec raison, c'est qu'on a assassiné l'école. À l'indépendance, on a tué tout ce que le pays avait comme cadre. M. Kaba Moïlamine, dont j'ai parlé tout à l'heure, m'a dit que dans leur prison à Kindia, il était 105. Sur les 105, les moins diplômés, ceux qui avaient les moins diplômés, c'était des commerçants, des industriels. Et tous les autres étaient des docteurs, des ceci et de cela. Et parmi eux, là, il y a 5 qui ont survécu. Les 105 sont morts dedans. On les a tués et simultanément on tue l'école. Ce qui fait le pays est complètement en rupture de leadership, en rupture de cadre à tous les niveaux. On n'a personne, il n'y a rien. Et ça, c'est difficile à se relever de ça. Troisième élément. Lansana Conté, on oublie très souvent que Lansana Conté, à la veille du 3 avril, il était le régisseur du Camp Boiro. C'est un tortionnaire. L'un de ses ministres, Hervé Vincent Bangoura, c'est lui c'est l'un de ceux qui ont arrêté Téli Diallo. Il était longtemps en mission au Fouta pour aller identifier les cadres des grandes familles, pour les remettre à sécurité pour qu'on les liquide. Alors donc, ces éléments qu'on ne peut pas retrouver quelque part si on n'a pas vécu le cas du Camp Boiro. J'ai l'honneur de dire que j'ai été au Camp Boiro, j'en suis sorti. Mais je vous assure qu'il y a des saloperies dedans qui vont nous courber pendant longtemps. C'est l'enfer. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, M. Ba. C'est extrêmement intéressant. Monsieur Ba, toujours, vous avez dit que vous aussi, vous-même, vous avez fait l'expérience du Camp Boiro. Oui. Voilà. Et pouvez-vous arrêté le 27 avril 81 à Abidjan, remis à ceux qui ne par l'avion du frère Boigny. C'est quelqu'un qui m'a accompagné jusqu'à Conakry. On était 4 autres. Un chauffeur et un opérateur de cinéma. Et donc, on m'a accusé d'être Balamine qui a lâché une grenade sur Sékou Touré. Or, ce jour-là, c'était vérifié et vérifiable. J'étais en train de corriger des papiers à Fraternité Matin parce que j'étais le directeur adjoint, le chef de service adjoint de la correction à Fraternité Matin. C'était vérifié et vérifiable. Donc, ils sont venus, ils se sont plantés. Et le chef des tortionnaires qui m'a interrogé là-bas, c'était Sékou Chérif, un fils de Konendou dans Dabola. Mon père connaissait bien. Il m'a posé la question, vous êtes qui? J'ai dit, je ne suis pas madame, qui est votre père? Je dis, Amadou Baïlo. Où est votre père? J'ai dit à camarade, aujourd'hui vous allez me le dire, il a été arrêté telle date, et puis depuis là on ne sait pas où il est. Vous allez me dire aujourd'hui où il est. Donc, voilà, quelque chose des choses. Et la chance que j'ai eue, c'est Maître Bassirou Bari et beaucoup de Guinéens qui se trouvaient à Abidjan qui ont adressé à Amnesty International Lausanne, qui est intervenu Bari Bassirou, que vous connaissez, l'ancien ministre de la Justice, Lansana Conté là. Aujourd'hui avocat, et bien entendu fatigué par l'âge. Et donc, il y a beaucoup de choses. On a, en 2019, on a essayé de partir en Afrique du Sud au nom de l'association des victimes du Camp Boiro pour voir la justice transitionnelle. Il va falloir qu'on revienne ici un jour pour parler de cette justice transitionnelle. Elle est indispensable chez nous parce que c'est la seule qui est possible aujourd'hui. C'est la seule qui est possible. Beaucoup de pays sont passés par là. Ouais. Pourquoi pas nous? Parce que les gens ne veulent pas. Effectivement, comme au Rwanda aussi. On ne peut pas vivre sans justice. Dans tous les pays. Même la France, après l'occupation, ils sont passés par une forme de justice transitionnelle parce que bon, sinon c'était impossible à gérer. Et le plus grand problème de la Guinée, ce sont ces faux cadres qui sont là-bas, la destruction de l'éducation.
Parce que vous allez voir quelqu'un. L'absence d'État. L'absence d'État et l'absence de cadre. Parce que vous voyez un monsieur qui dit qu'il a fini l'université, mais franchement, si vous le comparez à un monsieur qui avait fini l'école primaire au temps colonial, vous vous rendez compte que c'est tout à fait une catastrophe. Donc l'introduction de l'éducation en langue nationale a mis le pays à plat. Et puis, ils acceptent aussi que les gens viennent dire qu'ils ont tel et tel diplôme, alors que c'est faux. Personne ne vérifie les diplômes des gens. Les vérifieurs même sont suspects. Donc... le cas le plus flagrant ici, vous avez le cas de Kassori Fofana, qui vient ici raconter à tout le monde qu'il a fait 2 doctorats en Amérique. Alors que c'est faux. On a vérifié ça et le journal Le Guépard a publié, a fait un article là-dessus. Mais malgré tout, on le maintient comme Premier ministre, on le nomme Premier ministre de ce pays. Et il est là, on l'appelle Docteur Kassori. Bon, c'est ce genre de problème-là. Si vous permettez, il y a des cas encore plus flagrants, plus insultants. Il y a un préfet qui s'appelle Franck Traoré, que je suis en train de voler Tabola. Justement à Konendo, le village comment on appelle ça, de Sécurité. Il a envoyé son secrétaire général chargé des collectivités pour récupérer de l'argent là-bas, 3 millions de francs pour qu'il construise son hôtel. Il a un hôtel qu'il a construit à Kouroussa, le Tando Plus. J'ai entendu les gens pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais le formateur en décentralisation des élus là-bas. Ils m'ont dit qu'il a envoyé l'argent pour me voler. J'ai mis ça dans le linge, j'ai dit, file le filou. La une du journal. On l'a maintenu, on l'a proposé comme préfet de Mamou, une préfecture plus importante stratégiquement que d'Abola. On le met à comme gouverneur. Là, vous lui avez fait la publicité. Dans le système de mine nommé par Alpha Condé. Vous lui avez fait la publicité. Malik Sankong, c'est le cas le plus flagrant. Il y a un journaliste guinéen qui est à New York ici, qui a envoyé un dossier qu'on a publié. Comment ils volent là-dedans de la Caisse nationale de sécurité sociale pour créer une milice et alimenter le RPG, on le maintient là-bas dans le système, etc. Non, la Guinée a besoin de soigner ce pays, sérieusement. Non, M. Balamine, je crois qu'on aura l'occasion de faire une émission sur toi-même, sur ton expérience, et puis surtout les perspectives que tu donnes sur le terrain par rapport à toutes les tentatives heureuses qui ont été faites mais qui n'aboutiront jamais dans un terrain pollué. Ce sera une discussion qu'on va réserver dans les semaines prochaines, Inch'Allah. Entièrement disponible. Il y a la Faboy. Non, mais on a besoin aussi, et moi j'admire le Lynx parce qu'ils sont des intellectuels courageux. Exactement. Et on a besoin que les vrais intellectuels guinéens soient engagés dans cette lutte. Mais malheureusement, pour la plupart, c'est des carriéristes. Des gens qui cherchent à gagner leur petit pain, qui s'occupent de chercher des fonctions, qui pensent qu'on doit les nommer ministres. En Guinée, quand même, les cadres ne sont pas aussi engagés dans la lutte comme je le vois dans les autres pays. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali, ici, du temps de IBK. Comment la société civile s'est levée pour lutter contre ce bonhomme-là qui voulait être un dictateur absolu là-bas. Et tout, et ils l'ont éjecté. Mais nous n'avons pas, il n'y a pas ça. Quand vous coopérez avec les gens en Guinée, il y a toujours des faux coups. Il y a toujours des gens qui sont là-bas avec un agenda caché, qui est le plus souvent ethnique, tribal. Et après un moment, tu ne les reconnais pas. Nous avons vu ici au temps de Lansana Conté, les gens avec lesquels on luttait ici contre Lansana Conté, mais depuis que c'est le gars de leur ethnie qui est au pouvoir là-bas, c'est fini. On ne les entend plus. Et ça, c'est regrettable pour ce pays-là. Il est complètement fracturé. Et Alpha Condé en a fini de complètement amplifier cette division ethnique-là parce qu'il en a fait sa politique. Donc, moi, vraiment, je continue toujours à inviter les cadres guinéens, le peu de cadres qu'il y a, à être vraiment à militer pour qu'il y ait un changement positif dans ce pays-là.
Parce que sinon, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir. À moins qu'on ne mette la Guinée sous tutelle, comme ils l'ont fait pour Haïti ici. Hein? Dans le cas de Haïti, il a fallu que l'armée américaine débarque là-bas et neutralise les forces de sécurité de ce pays-là. Et finalement amener une force des Nations Unies là-bas pour assurer la sécurité jusqu'à ce qu'ils organisent des élections. Et Haïti a des cadres. Seulement, ils sont tous exilés ou alors complètement neutralisés. Dans le cas de la Guinée, je ne vois pas comment on peut résoudre le problème là s'il n'y a pas vraiment une volonté réelle et des cadres guinéens, de la société civile et de l'extérieur pour aider. Je ne vois pas vraiment. Ça viendra, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème sans solution. J'ai une question pour M. Balami. Voilà, qui a eu son expérience en Côte d'Ivoire, un pays dont on insultait le chef, Houphouët-Boigny. Et nous, quand on était à l'école en Guinée, on qualifiait Houphouët-Boigny et Senghor de fantoche. Bon. Selon vous, M. Ba, entre Sékou Touré et Houphouët-Boigny, qui a mieux protégé les valeurs africaines? C'est monsieur comment, s'il vous plaît? C'est Abdraman Barry. Abdraman. Oui. Il faut, à mon avis, comparer le comparable. Sékou Touré, c'est un produit d'une certaine façon, c'est un produit de Houphouët-Boigny. Sékou Touré a été formé au syndicalisme politique à Treichville. Et Sékou Touré a été supporté, appuyé par, comment on appelle ça, Houphouët-Boigny aux élections de 1957, en particulier à Beila. Comment on appelle ça, Houphouët-Boigny était venu avec l'argent, était venu dans la village d'hélicoptère, ils ont commencé à faire la première tricherie électorale en faveur de Sékou Touré. Et Sékou Touré a tout été supporté par Houphouët-Boigny. Il y avait Cornu Gentil aussi qui était présent à cette campagne. Absolument. Et il y a un avocat, ancien ministre de l'Entente Conté là, qui, pardon, je ne m'appelle plus, Zogbelemou, ministre de la Justice là. Il a fait un livre là, Zogbelemou, il s'appelle Zogbelemou. Il était en Côte d'Ivoire là, on l'appelait Schumann. Il est aujourd'hui avocat. Maintenant, il a retourné la veste, il est avec Alpha Condé qui ont fabriqué la nouvelle constitution là. Et il a fait une étude pour dire que toutes les élections qui sont déroulées depuis l'indépendance jusqu'à 2010, c'était des élections truquées. Or, de 2010 à maintenant, toutes les élections sont super truquées. Houphouët-Boigny a toujours eu une politique extrêmement machiavélique en Afrique de l'Ouest. Quelle que cette politique? Il fallait faire de la Côte d'Ivoire un îlot de bonheur dans un océan de misère. Ils ont tous vu que Sékou Touré, si ce qui est passé en Guinée, le pays allait être bloqué et la Côte d'Ivoire va évoluer. Et c'est ce qui s'est passé. Houphouët-Boigny a toujours ravitaillé la Guinée en détenu au camp Boiro. Chaque fois que Sékou l'emmerdait un peu, il a inventé un petit complot en appelant à gauche, à droite, et on envoyait les gens tout de suite ici, effrayer, comment on appelle ça, Houphouët-Boigny. Il y a eu du théâtre par rapport à un vrai théâtre. Ils avaient tous ils étaient tous dans le même sac. Ils étaient tous des francs-maçons. Ils appartenaient à la même loge maçonnique. Je crois que c'était la loge sanguine ou quelque chose comme ça. Des francs-maçons. Il y a eu beaucoup de gens qu'on a tués au camp Boiro. C'était pour faire plaisir à comment on appelle ça, Houphouët-Boigny. On le soupçonne. Surtout le 18 octobre. À l'occasion de la date de naissance de comment ça s'appelle, en tout cas, c'est un de ces éléments, les tirs qu'il y a eu en Guinée le 18 octobre, dans 1971, là, je crois. C'est comme ça. C'est-à-dire, ils ont tout la même dans le même sac. Je vous conseille de lire le livre de comment ça s'appelle ça, de monsieur là, l'ancien ambassadeur de Guinée, de France en Guinée là, André Levin. Oui, Monsieur Ba, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire, mais
j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'Africains qui étaient en Côte d'Ivoire sous le régime de Houphouët-Boigny, pendant que en Guinée, si certains Guinéens ne fuyaient pas le régime de Sékou Touré, ils allaient mourir. Donc, je voudrais savoir... Allez-y. Bon, voilà. Pourquoi alors Houphouët-Boigny n'a pas fait la même chose, ce qu'il a fait faire ce qu'il a fait faire en Côte d'Ivoire, si vous dites qu'il faisait faire ça en Guinée? Pourquoi il n'a pas fait la même chose en Côte d'Ivoire? Je vous ai dit que la politique du Houphouët-Boigny, c'était d'attirer la main-d'œuvre ouest-africaine de tout bord. Aujourd'hui, la faible, combien d'enseignants guinéens sont passés enseigner en Côte d'Ivoire pendant la période de la Révolution? C'était à l'avantage du Houphouët-Boigny que les gens aient enseigné là-bas. Moi, j'ai enseigné là-bas. J'étais professeur à Bondoukou, j'ai dirigé beaucoup de petites écoles privées à gauche et à droite. On donnait immédiatement 400 000 francs CFA et un appartement, une villa. Parce qu'on attirait les gens. C'est les hommes et les femmes qui fabriquent, qui construisent un pays. Si on change les Guinéens de la Guinée, c'est la Guinée qui s'appauvrit. C'est le président Houphouët l'avait compris. C'était ça la politique du Houphouët-Boigny. Et beaucoup d'infrastructures qui sont en Côte d'Ivoire ici étaient prévues pour la Guinée dans le cadre du pacte colonial de l'Union française. Puisque la Guinée était fermée, on envoie ça d'à côté. Exactement. C'est la responsabilité de chaque chef d'État de s'assurer le bien-être de sa population et de son pays. Absolument. Le problème qu'on a eu, moi, à mon avis, parce qu'il faut toujours voir les deux hommes, comme M. Barry a posé la question, Sékou Touré est un raté de l'école primaire. Nous avons fait sa biographie ici. C'est le vieux Fodé Marega, le frère de Dr Marega, qui l'a orienté à l'école d'apprentissage de Conakry. Là, je crois que c'est Georges Poiret, nom de l'école. Et là aussi, au test de placement, il a été classé parmi les derniers. On l'a envoyé à menuiserie, parce que c'est les gens qui performaient moins au test qu'on envoyait à menuiserie. Donc, vous avez cette situation d'un gars qui est raté et d'un enfant naturel. Et de l'autre côté, à Côte d'Ivoire, vous avez Houphouët-Boigny qui est issu des familles royales Baoulé, qui a fait William Ponty, et qui était très... Donc, l'approche de la gestion du pouvoir entre les deux hommes était différente. Certes, je crois, au temps colonial, Houphouët, qui dirigeait le RDA, et cherchait un larron pour représenter le PDG là-bas, et lui et Cornu Gentil, ils ont vu en Sékou Touré l'homme qu'il fallait pour ça. Donc il a joué ce rôle-là. Je me rappelle une fois, si je me rappelle bien, à la mort de Sékou Touré, là, Houphouët-Boigny a dit que Sékou Touré était un frère, mais c'était un mauvais frère. Chaque fois dès qu'on a fait l'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, il y a eu cette soi-disant réconciliation-là. Houphouët, Sékou Touré a commencé à monter des complots contre les Guinéens qui résidaient en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que M. Balamine a été victime de ce prétendu complot-là où on a jeté une grenade. Peut-être que c'est Sékou Touré même qui a jeté la grenade, fait jeter la grenade parce qu'elle n'a pas explosé. Et donc, toute cette période est floue. Et moi, j'étais à Abidjan, je crois qu'on était là-bas à la même période. J'étais à l'université, j'ai pu comparer le traitement des étudiants guinéens, des étudiants ivoiriens de façon générale, des étudiants à l'université d'Abidjan, comparé au traitement qu'on avait à Cancan où j'ai fait un an à l'IPK. Je pense, des fois, je compare toujours les deux parce que j'ai fait l'internat à l'IPK à Cancan et j'ai fait l'internat à l'université d'Abidjan, à la cité Mermoz. Hein? Entre les 5 000 francs guinéens qu'on recevait à Abidjan, à Cancan et les 35 000 francs CFA qu'on recevait, la qualité de la nourriture, la qualité de l'éducation, la qualité des enseignants, et tout, c'était différent.
Donc, au fond, quand même, quoi qu'on dise, bon, certainement, il voulait favoriser la Côte d'Ivoire par rapport à la Guinée, mais la responsabilité des massacres, et des tueries et des assassinats en Guinée, c'est Sékou Touré et sa famille. Ce que j'ai dit, j'ai dit qu'il faut comparer le comparable. Il ne peut pas se comparer à Sékou Touré, parce que Sékou Touré, c'est un homme d'une autre dimension. C'est un bâtisseur, il a bâti des choses. Mais ce que je veux dire, que dans la politique sous-régionale, Houphouët-Boigny a pendant longtemps été un fabricant de complots dans les pays d'à côté, un faiseur de coups d'État dans les pays d'à côté. C'est-à-dire que par rapport à Sékou Touré, Sékou Touré doit beaucoup de choses à Houphouët. Il l'a bâti, il l'a entretenu. Il a alimenté le Cambouaro ici lorsque ça souffrait pour lui là-bas. Le cas de Balamine, pour ceux de 81 là, c'est un cas spécifique. Il y a eu un certain Balamine de Télémélé qui a jeté une grenade au palais du peuple en décembre 80. Oui, j'ai appris ça. Je m'appelle Balamine. Et comme je m'appelle Balamine, et je suis plus connu que Balamine en question, j'ai été journaliste en Guinée, à Oroya pendant longtemps. J'étais en Côte d'Ivoire encore journaliste et en même temps correcteur, j'étais connu. Donc j'étais la cible idéale, et j'étais surtout un ancien militant de Siradio Diallo. Et celui qui est parti me chercher là-bas cette affaire-là pour me faire ramener en Guinée, c'est Seydou Keïta. Seydou Keïta. Et l'ambassadeur de Guinée qui était là-bas, c'était comment on appelle ça? Il s'appelle un autre Touré là. Comment il s'appelle? Saddam Moussa Touré. C'est le Mais est-ce que Kouyaté travaille à l'ambassade à l'époque quand tu as été arrêté? Il travaille là au service consulaire, Kouyaté, le Kouraté là. Voilà, donc au moins on a une confirmation. Donc voilà, c'est le même réseau. C'est le même réseau. C'est lui qui a fait mon dossier. Et je me rappelle aussi que Siradio Diallo était là-bas pour beaucoup de choses, parce que Siradio Diallo avait intérêt à ce qu'on m'arrête. Que l'autre Balamine continue à travailler, Balamine Ténémile. Oui, Siradio était là-bas pour beaucoup dans mon incarcération. Alors que tu étais membre du RGE. Je suis membre du RGE. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que pour ce qui concerne Houphouët-Boigny, c'est que ce n'est pas comparable du tout. Comme quelqu'un a dit quelque part, Houphouët-Boigny, c'est les leaders politiques qu'on fabrique peut-être une fois par siècle. Là, et puis, ce qu'il a bâti, il a bâti des choses. Il n'a pas bâti des institutions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des problèmes parce que les institutions étaient complètement foutues en l'air, pratiquement avec la mauvaise gouvernance qu'il a là-bas. Aujourd'hui, on n'a pas continué sur la lancée de Houphouët-Boigny. Effectivement. Non, une dictature quand même, pas qu'on dise, une dictature c'est une dictature, et dès que le dictateur disparaît, c'est le chaos. Le tout s'écroule. Voilà. Houphouët-Boigny, c'était une dictature sucrée. Voilà. Bon, voilà, parce qu'en fait, le débat, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est le fait que nous nous plaignons souvent, en condamnant Houphouët-Boigny, d'avoir voulu faire développer son pays. Mais en fait, c'était normalement le rôle que Sékou Touré devait jouer, que tout chef d'État devait faire pour sa nation. Donc, si la politique d'Houphouët a consisté à développer son pays par rapport au pays de l'Afrique de l'Ouest, moi je pense que les Ivoiriens en sont fiers. Oui, d'accord, mais le problème c'est que vous avez vu le rôle qu'il a joué au Burkina Faso, le rôle qu'il a joué au Libéria, la guerre au Libéria en 89 là, le rôle qu'il a joué au Ghana, le rôle qu'il a joué plus au Nigeria avec Ojukwu et le Biafra. Il y a un quartier à Abidjan qu'on appelle le Biafra justement à cause de ça. Quel rôle il joue en Afrique du Sud du côté de comment on appelle ça, de la guerre contre Mandela. En Angola, les gens de Savimbi c'était les gens de Savimbi et je crois qu'ils étaient là-bas, ils venaient étudier là-bas. Il était mêlé à la politique. C'était la tête de pôle de l'impérialisme français, ça ne faut pas se le masquer. Mais comme il l'a dit, la discussion n'est même pas sur Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a contribué à faire Sékou Touré pour des raisons qui lui sont propres. Il y a beaucoup que l'histoire expliquera, on espère.
Il y a beaucoup de théories là-dessus. Mais je crois que le plus important ici, c'est à retenir, c'est que c'est la comparaison entre un dictateur bâtisseur et un dictateur destructeur. C'est ça. Donc, voilà. Sékou Touré est destructeur par nature. Et puis bon, il a des travers. Il est issu c'est la plus basse extraction qu'on peut faire d'une nation que nous, on a laissé, par quel miracle, gérer notre pays. Ça, c'est à nous de nous poser la question et de la résoudre. Si on veut désécouturiser la Guinée et empêcher que ce qui s'est passé là-bas se reproduise. Parce qu'on a laissé les rater, qui est un gars qui a des mœurs homosexuelles dans une société traditionnelle, un gars qui n'a pas fait d'études, un bâtard dont le père adoptif était voleur de bétail. Sincèrement, en général, quand ce genre de personnes réussissent, ils deviennent des héros de l'humanité. Mais c'est très rare, ça n'existe même pas, c'est des mythes. Donc, si on ne filtre pas le passage au pouvoir, à tous les postes de pouvoir, si on continue cette complaisance qui consiste à dire, oui, on va voir après, et si on perd la moindre vigilance, eh bien, on va se retrouver, parce que les crapules sont très très futés pour occuper les postes. Il faut voir les opportunités et les occuper. Donc, c'est la leçon qu'on doit tirer. C'est la leçon. Et vous avez vu, quand Dadi s'est monté au pouvoir comme ça, on ne peut pas laisser les choses au hasard. On peut se retrouver pratiquement un fou. Voilà. Les gens vont dire il va nettoyer, laissez-le nettoyer, après on verra. Comme toujours, on attend. La personne, en une semaine, elle consolide le pouvoir parce qu'il n'y a pas d'institution, et puis voilà. Et c'est cimente. Actuellement, dans notre pays, le niveau de disparition des valeurs est particulièrement inquiétant. Toutes les valeurs sont parties. Tous les niveaux, dans les villages ou partout, vous ne trouvez que des bandits et des délinquants. Tous les niveaux, quelle que soit la blancheur de leurs cheveux, ou le nombre de rues qu'ils ont au millimètre carré, c'est tous des voyous, je me suis du terme. Il est fait la nuit, la nuit. Non, pas la de bon. On reprendra la discussion quand on aura l'émission sur M. Ba. Et on est en train de collecter des informations pour faire une série d'émissions sur des personnes qui nous ont quittés récemment. Et puis on va revenir sur les témoignages des vivants qui sont extrêmement intéressants, surtout ceux qui ont vécu au Camboiro, et les témoignages des survivants dont les parents ont été victimes de la dictature. Donc je crois qu'on est à l'heure. Je ne sais pas si Alain Sankara nous donne encore quelques minutes pour qu'Abdraman clôture. J'aimerais quand même, Bachir. J'aimerais, comme M. Ba l'a mené de ce côté, du côté du Canada maintenant, il est très important qu'il apporte son expérience à ce genre de débat. Parce que les Guinéens ne lisent pas. Le Lynx fait de très bons articles, mais beaucoup de nos gens ne lisent pas. Et c'est bien qu'on ait ces émissions-là, et en français et en polar, pour atteindre le maximum de gens. Et comme vous le savez aussi, même en français, les gens comprennent le logarithme de ce qu'on dit en français. Donc c'est très bien qu'on revienne dans les langues nationales, faire ce genre de débat aussi. Et pour expliquer aux gens. D'abord, on le faisait les émissions là en polar dans le temps. C'est après, quand on a fait l'émission sur Karim Bangoura, que franchement, Safi nous a invités à refaire ça en français. À cause du fait que pratiquement pour la plupart de nos gens ne comprennent plus le français, la langue française. Donc, il vaut mieux qu'ils s'associent à ça, à ce genre de débat-là pour éclairer les gens sur ce qui s'est passé, surtout sous le régime de Sékou Touré. Ces gens qui ont été des victimes directes, eux aussi, qui ont eu l'expérience en Guinée et puis en exil aussi. Donc c'est très important qu'on fasse ça pour au moins désécuriser la Guinée, éduquer nos populations. Parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé en Guinée. Les gens qui ont plus près de 55 ans ou même ne savent pas ce qui s'est passé là-bas, au temps de Sékou Touré. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si cette génération, les gens de notre âge disparaissent ici, c'est fini pour ce pays. Alors, ce que je voulais dire. What